Alors, première figure, tournure, la caméra objective. Ce que j'appelle aussi le panoptique neutre. Le film semble se raconter tout seul. On voit tout. Chaque fois, vous allez trouver une expression langagière qui équivaut. C'est normal, puisque, effectivement, notre langage est un peu le modèle de toutes nos formes de pensée et de comportement. Le paradoxe de cette caméra objective, vous l'avez compris, c'est que le film semble se raconter tout seul. Même si, en interview chacun de vous à part soi, vous allez me répondre, évidemment, que si je vois un film, c'est bien que quelqu'un l'a filmé. Et si je lis un livre, c'est bien que quelqu'un l'a écrit. Mais évidemment, c'est ce qu'on appelle l'identification primaire au cinéma, c'est ça. C'est ce phénomène. Nous entrons dans le film, comme une lettre à la poste, si je peux dire, et nous croyons ce que nous voyons comme si nous le voyions de nos propres yeux. Et nous le voyons de nos propres yeux, mais ça s'est déjà passé par les yeux de quelqu'un d'autre. Ça s'appelle le film. Deuxièmement, le deuxième tournure, l'audience caméra. C'est ce qu'a développé notamment Orson Welles. Qu'est-ce que c'est l'audience caméra? Eh bien, c'est déjà une caméra subjective, mais c'est la subjectivité de personne, ou plutôt si, c'est la subjectivité du spectateur identifié au narrateur tout-puissant, c'est-à-dire au créateur. C'est une caméra tapis volant. Donc, à la différence de la caméra objective, vous ne pouvez pas voir l'exercice de ce regard que vous propose la caméra, puisqu'elle monte, elle traverse les murs, les portes de coffre-fort, elle rentre par les fenêtres, etc. C'est pour ça que j'appelle ça le tapis volant. Et ici, c'est ce qu'on appelle le panoptique marqué. En caméra objective, il est masqué. Ici, il est marqué. C'est-à-dire que la caméra fait des tas de mouvements extraordinaires, mais qui viennent vous révéler des choses qu'ignorent les protagonistes du drame. Rosebud. Alors, normalement, cette séance-ci, je devais vous passer Citizen Kane. Voilà, Citizen Kane est inaccessible. Les droits sont pour le moment inaccessibles. Et donc, l'audience caméra vous renvoie à ce film fondateur. Il est intéressant de savoir que Orson Welles voulait faire son film en caméra subjective. Mais il s'est aperçu que si c'était la subjectivité du détective, du personnage, du journaliste, etc., on allait très vite être enfermé dans quelque chose d'assez ridicule. Donc il a inventé, enfin du moins il a systématisé cette audience caméra, qui fait que c'est la caméra toute puissante qui, d'ailleurs, efface très vite le détective, va cueillir les informations, passe à travers les toits, etc. Donc, si vous voulez, c'est déjà une première subjectivation de la caméra, mais ça n'est pas une subjective personnage, c'est une subjective spectateur, narrateur, créateur. Donc, en troisième tournure, il y a évidemment le chant contre chant. Bon, on y reviendra à l'occasion d'autres films, je ne vais pas m'y attarder tout de suite. Le chant contre chant, c'est évidemment, il y a deux possibilités majeures. Quelqu'un regarde, disons, le personnage P regarde, et puis, contre chant, on voit ce qu'il regarde. Donc, dans le premier plan, on voit son visage, avec le regard qui est projeté, et dans le second plan, on voit le paysage ou la fenêtre de la voisine qu'il est en train de regarder. C'est aussi ce qu'on appelle l'effet coulée de chauffe. Tout fenêtre sur cour est basé là-dessus. Parce que le cinéaste peut s'amuser à mettre n'importe quoi en contre-champ. Si ça se trouve, ce brave type est en train de regarder une vache dans un champ, et on va monter à la table de montage en contre-champ une femme qui se déshabille à la fenêtre d'en face. Ça marchera à tous les... Enfin, ça marchera si la tonalité des plans est voisine. On ne peut pas faire n'importe quoi. Et donc ça, c'est la première figure du chant contre chant. Personnage et objet ou paysage qu'il regarde. Vous remarquerez aussi que les notions de chant et de contre-chant ne sont pas définies. C'est pas chant forcément le visage et contre-chant forcément le paysage. On peut commencer par le paysage. Je vois un paysage, et si je découvre que quelqu'un est en train de regarder ce paysage, j'épouse d'un seul coup la subjectivité de ce personnage qui est en train de regarder une chose qui jusque-là m'était montrée objectivement, m'était montrée, je ne sais pas trop, je la voyais pour ce qu'elle était, un paysage.
Alors il y a aussi des marqueurs, hein, la caméra peut se mettre à bouger, etc., pour nous indiquer que, voilà, que quelqu'un regarde. Donc deuxième figure du champ contre champ, très importante, c'est entre deux personnages. Alors là c'est le jeu de miroir. On pourrait dire que d'une certaine manière, le cinéma c'est la grande encyclopédie infinie de l'échange de regards entre êtres humains. Depuis quand me trompes-tu? Que crois-tu? Qui crois-tu que je suis? Suis-je bien celle que vous imaginez? Je ne suis pas celle que vous croyez. Hein, tout ce jeu terrible et savant et absolument formidable des échanges de regards avec les intentions que chacun prête à l'autre. Ou qu'il croit que l'autre lui prête. Et hop, ça rebondit, c'est parti. C'est parti pour la boucle infernale. Qui peut aboutir au baiser ou au coup de couteau. Ça dépendra des films. Mais vous remarquez aussi la capacité du spectateur à bien distinguer si un regard indique qu'on va vers un baiser ou qu'on va vers un coup de couteau. Heureusement, parce que sinon nous serions tous déjà morts. Nous avons cette capacité darwinienne à lire le regard des autres et évidemment à aligner nos propres regards sur ce que nous avons appris par là. On peut être assez vite largué quand on change de culture. Si par exemple sur un quai de métro on voit un groupe de Chinois de Chine profonde, on ne sait pas s'ils s'engueulent, s'ils plaisantent, ça devient très difficile, beaucoup plus difficilement décodable que si c'est des Allemands ou des Belges. Donc on voit aussi tout ce que dit Wittgenstein sur l'apprentissage des mimiques et même des mimiques de la douleur, qui ne sont pas aussi spontanées qu'on croit, elles passent à travers tout un jeu de société. Et ces jeux de société, ces jeux de langage, le cinéma nous les met sous les yeux. C'est en ça que le cinéma est philosophique. Je suis philosophe de formation, j'ai lu beaucoup de très mauvais livres sur cinéma et philosophie, parce qu'ils vont dénicher des films cérébraux. La philosophie du cinéma, elle est tout simplement dans ce que je suis en train de vous dire. Elle est chez Hitchcock abondamment, parce qu'il est peut-être celui, c'est pour ça qu'on l'appelle le maître, qui a le mieux joué avec ces dispositifs possibles de la caméra et la manière d'y associer le spectateur ou de se jouer du spectateur. N'oublions pas que dans Le Grand Chantage, il fait un flashback au début du film qui nous montre que le gars qui parle n'est pas du tout l'assassin, mais qu'il a trouvé le corps déjà, etc. Et puis à la fin du film, on apprendra que ce flashback est un mensonge. Et il dit à Truffaut, on n'a pas le droit de faire ça au spectateur, c'est vrai que c'est un peu vache. Ils n'ont aucun moyen de mettre en question ce flashback. Sauf qu'évidemment, c'est très roué, puisque du coup le spectateur se demande, mais pourquoi il accorde sa croyance à ce flashback? Pourquoi est-ce que je crois tant les images? C'est une affabulation. Mais évidemment, comme vous n'avez aucun autre indice à croiser, vous en êtes victime, si je peux dire. Donc voilà pour le champ contre champ. Ensuite, on rentre vraiment dans les caméras subjectives. Alors, il y a ici un vrai faux jour qu'il va falloir développer, c'est que la subjectivation de la caméra, on l'a déjà vu, elle commence avec l'audience caméra. Donc souvent, on dit caméra subjective pour désigner de manière restreinte la caméra subjective personnage. Je vois par les yeux de James Stewart qui regarde chez les voisins d'en face dans Fenêtre sur cour. Mais ça n'est pas la seule forme de subjectivité. Et on va voir que cette caméra subjective intégrale, la subjective personnage, qui fait que nous voyons comme si nous étions à l'intérieur de la tête de l'acteur, n'est pas tenable. Pourquoi elle n'est pas tenable? Elle n'est pas tenable parce que tout un film fait comme ça, il y en a eu un, légendaire, qui s'appelle La Dame du Lac, en 1949, de Robert Montgomery. Au bout d'un moment, on voit la machinerie. Et il y a deux raisons à ça. C'est que, la caméra ne voit pas le monde comme nous le voyons. Ça peut marcher un petit moment. Les as du thriller, comme Hitchcock et d'autres, savent qu'on peut d'un seul coup être à la place du meurtrier qui poursuit sa victime, mais ça ne peut durer que quelques secondes, parce qu'au bout du moment, la machinerie va apparaître. Si vous voyez la Dame du Lac, enfin si vous avez la patience de passer 20 minutes, mais au bout de 20 minutes, en général, on en a assez,
la caméra est censée être le regard du détective, si bien que quand une porte claque derrière lui, évidemment, c'est pas d'une légèreté folle, et ça nous montre que nous ne voyons pas du tout le monde comme ça. Donc voilà le premier défaut de la caméra subjective. Le second, c'est qu'évidemment, en nous enfermant dans la tête d'un personnage, elle nous interdit de savoir quel corps porte ce regard. Et on pourrait presque dire que le plus subjectif, ça n'est pas le plan qu'on appelle caméra subjective, qui se balade dans le couloir et qui regarde à la place du personnage, c'est le contre-champ sur le visage du personnage. Et Hitchcock le dit aussi très clairement dans ses nombreux articles, mémos, etc. La réaction. Sans la réaction, pas de cinéma. Nous lisons beaucoup plus de la psychologie de James Stewart dans Fenêtre sur cour, dans les contre-champs sur lui, que dans les champs où il regarde chez les voisins d'en face, en bougeant plus ou moins, en utilisant un téléobjectif, etc. Vous comprenez? C'est-à-dire que la caméra subjective personnage, en fait, n'est que la moitié d'une subjectivité. L'autre moitié, c'est l'expression du visage qui porte ce regard. Et si vous ne l'avez pas, eh bien, au bout d'un moment, ça s'épuise très vite. Et ça devient quoi? Super Mario. Ça n'est plus du tout du cinéma. Il n'y a plus de contre-champ, plus de montage alterné. Il vous reste le panoramique et le travelling, point barre. C'est-à-dire que vous annulez toute la construction savante et historique du langage cinématographique. Donc vous voyez, il faut prendre subjectif avec des pincettes. La subjective personnage, c'est comme ça qu'on l'appelle habituellement, mais vous voyez quelles en sont les limites. Alors il existe un palliatif à ce défaut, que vous allez voir à l'œuvre dans le film de Jim McBride, qui n'est pas un seul. Et donc ce palliatif, c'est de dire, ça va être une caméra subjective, mais d'un caméraman. Et du coup, comme ça prétend pas être le regard physique d'un personnage, je veux bien admettre tous les balayages, mouvements d'appareil, etc. C'est-à-dire, c'est ce que j'appelle la caméra œil, qui nous fait voir à travers une caméra subjective, mais qui est la caméra d'un reporter à l'intérieur du film. Subterfuge qui nous fait passer le mécanisme, en même temps que l'œil du regardeur, dans la tête. Si je peux. Et là, effectivement, ça devient admissible. Mais tous les films qui ont été faits comme ça, que ce soit celui que vous allez voir, ou le film de Depardon qui s'appelle Un petit quarter, une femme en Afrique, et puis il y en a d'autres, La femme flambée, etc., aboutissent à des exercices que j'appellerais digiaphones. C'est-à-dire que quand vous filmez le monde et les gens derrière une caméra, au bout d'un moment, les caméras, les gens vous disent, comme la fille ici, qui poursuit dans le métro, que Jim McBride poursuit dans le métro, Bill, casse-toi. Qui peut supporter d'avoir en face de lui quelqu'un qui aurait sans arrêt une caméra sur l'épaule pour saisir au mieux les grands moments de sa vie et avoir la révélation sur le sens de la vie? C'est ce que va chercher désespérément ici Kit Carson, alias Jim McBride, alias le cinéaste expérimental. Alors il y a la semi-subjective, autre tournure, numéro 4, numéro 5, pardon, dans ma nomenclature. Semi-subjectif, bon, je n'y arrête pas, c'est que justement, là, la caméra, au lieu d'être à l'intérieur de la tête du personnage, elle est sur son épaule. On voit sa nuque en même temps que ce qu'il voit. Donc on voit avec lui plutôt qu'à travers lui. Il y a une nuance de langage importante ici, hein, qui fait que, on verra Rosetta. Rosetta est entièrement construit sur ce principe. Alors ensuite, septième figure, c'est ce que j'appelle la subjective indéterminée. Alors elle est tellement indéterminée, celle-ci, qu'on n'arrive pas à avoir de film. Ils sont tous bloqués pour le moment. On en a essayé déjà 3 ou 4. Les droits sont bloqués, inaccessibles, disparus dans la nature, etc. Qu'est-ce que j'appelle la subjective indéterminée? C'est l'œil du diable. C'est ciel par les yeux de quelle horreur vois-je, hein, c'est... dans Mulholland Drive, la scène au café où le type commence à raconter son rêve, qui d'ailleurs est totalement insipide et n'a pas grand intérêt, sauf que d'un seul coup, la caméra se met à bouger. Et donc, c'est comme s'il y avait dans la pièce un esprit malin, un mauvais esprit, un œil en trop, un œil en plus,
qui nous fait voir cette scène comme si elle était épiée par quelque agresseur potentiel. Et cette subjective indéterminée est très souvent utilisée. Je ne sais pas par les yeux de qui je vois, mais c'est terrible. C'est un intrus. Et c'est quelqu'un qui s'apprête à agresser les gens qui sont dans le champ. Elle est très utilisée par Tourneur, par Hitchcock, etc. Tourneur est un des grands maîtres de cette figure. Mais on peut, évidemment, Halloween. Halloween est entièrement construit là-dessus. Formidablement bien. Carpenter n'est pas un petit cinéaste de seconde zone. C'est quelqu'un qui sait très bien ce qu'il fait et qui contrôle parfaitement le langage cinématographique. Donc j'espère qu'on pourra trouver enfin un film, un thriller qui nous donne une illustration flagrante de cette figure, mais pour le moment, House by the River, Peeping Tom, Halloween sont hors d'atteinte. Mais ce sont des exemples frappants de cette tournure de caméra. Et enfin, dernière et 8e figure, tournure de caméra, l'adresse. L'adresse par laquelle le cinéaste réel m'adresse ses images. Je te montre que. C'est le début de Lettres de Sibérie de Marqueur. Je vous écris d'un pays lointain, etc. Voilà ce que j'en ramène, et vous, que voyez-vous? Donc ici, on est dans une figure de l'altérité, qui ne peut exister qu'en documentaire, c'est-à-dire que par le cinéaste réel, non pas, sauf si évidemment il y a une mise en abîme, c'est-à-dire un faux documentaire à l'intérieur d'une fiction. Mais cette figure de l'adresse des images au spectateur par le filmeur, par sa manière de se déplacer, de bouger Van der Keuken, ou par le commentaire, chez Chris Marker, est une figure de l'interlocution. Je te montre que vois-tu? C'est une figure réflexive du cinéma, et qui est très précieuse dans l'histoire du documentaire, parce que ceux qui l'ont vraiment promu et inventé dans l'après-guerre, les marqueurs, les Varda, les Cavaliers, etc., ce sont des gens qui ont trouvé par là la manière de rompre avec la voix de la propagande. Vous déclenchez la télé et vous avez la voix de la propagande. Cette voix anonyme qui sait tout sur tout et qui nous dit tout sur les prises de vue du monde, comme s'il n'y avait pas de prise de vue, comme si c'était le monde lui-même qui défilait sous nos yeux. Ça, c'est de la pure propagande. Comme s'il n'y avait pas d'énonciateur, et comme si la question de l'émetteur et de sa vérité et de sa position dans le monde n'était pas relevant. Personne, il n'y a pas d'énonciateur transcendant. Enfin, sauf si vous êtes un grand mystique, peut-être. Mais sinon, voilà, il y a des dispositifs, plus ou moins objectifs, plus ou moins subjectifs. On en a vu ici les différentes figures. Il est évident que la plupart des films recourent à l'ensemble. Enfin, quoique l'adresse est très spéciale au documentaire d'auteur. Mais sinon, les 7 autres figures, la plupart des cinéastes recourent à l'ensemble de ces figures. Mais ce qui caractérise les bons cinéastes, c'est que justement, ils choisissent la figure en fonction de l'intérêt dramatique, du déroulement du film, etc. On peut voir un film entièrement d'un point de vue, puis d'un seul coup, le film va basculer d'un autre. Vertigo. Vertigo est entièrement vu au début par le point de vue follement amoureux de James Stewart, tombé en pamoison devant Kim Novak. Puis, après le suicide supposé de Kim Novak et la catatonie de James Stewart, qui n'a pas réussi à empêcher ce suicide alors qu'il était chargé de la garde rapprochée, quelque chose est fêlé. D'un seul coup, il nous apparaît fêlé. Et les choses vont nous apparaître d'un point de vue complètement différent. C'est ça la science de la mise en scène. C'est pour ça qu'Hitchcock est un génie. Comme il dit, réussir un film à plus de 60%, c'est très exceptionnel. Mais lui, bon, il y en a plein qui ne sont pas réussis à plus de 60%, mais il y en a beaucoup qui sont très réussis, parce que je pense qu'il n'y a rien de plus énervant. C'est pour ça qu'on sort d'un film souvent en disant « Ouais, bof, pas mal, les images sont belles, c'est bien joué. » Et qu'est-ce qu'il y a qui manque? Il manque le point de vue fondé, si je peux dire.
le point de vue argumenté. Hitchcock, quand il réunissait ses scénaristes, parce que souvent il arrachait le scénario des mains de l'un pour le donner à l'autre, c'est comme ça qu'on se fait des amis, paraît-il. Enfin, lui, il pouvait se le permettre. Il leur dit, bon, le gars rentre, il ouvre le tiroir, il prend le revolver. Mais c'est vu d'où? D'où on voit ça? Du point de vue du tiroir, de la fenêtre, de la porte. Le mauvais cinéaste va répondre, ben là, je crois que c'est bien, on voit bien. Mais c'est pas la question de on voit bien. C'est qui voit quoi? Par les yeux de qui je veux vous faire voir cette scène? Est-ce qu'il y a un intrus? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde? Est-ce qu'il n'y a personne qui regarde? Donc c'est cette espèce d'omnivoyance que le cinéma nous met sous les yeux, avec des fois évidemment des focalisations très, comme ici. Ici on va être enfermé avec le cinéaste, sa caméra et sa volonté de produire la vérité 24 fois par seconde sur sa propre vie. Alors pour conclure ce prologue, donc je souligne que les films que j'ai choisis, c'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec un ciné-club. Je ne vais pas vous parler de la carrière des cinéastes, etc. Jean-Philippe le faisait très bien, d'autres l'ont fait très bien, etc. C'est pas ça qui m'intéresse ici. Les films ont été choisis en fonction de ce rapport qu'ils ont aux tournures de caméra que j'évoque ici. C'est-à-dire en quoi ils illustrent cette catégorisation que j'ai tentée des échanges de regards que la caméra, selon le point de vue qu'elle adopte et nous fait partager, peut nous mettre sous les yeux. Alors pour finir ce prologue, j'aime bien dire que, je ne suis pas le seul, hein, bien sûr, mais que on devrait forger le concept d'esthétique, qui est une contraction d'esthétique et d'éthique. Parce que l'esthétique, c'est pas le supplément d'âme, les 1%, quand on a fini l'horrible bar de HLM, on va consacrer 1% à un monument commandé à un jeune ou vieil artiste qui est en cheville avec la municipalité, etc. C'est pas ça l'esthétique. L'esthétique, ça veut dire les formes de notre sensibilité. Et les formes de notre sensibilité, je suis un très bon darwinien, sont aussi les formes de notre morale. C'est pas les mœurs. Ce sont bien nos formes de vie. Le mot mœurs en latin, c'est ça qu'il désigne. Et les formes de vie et les formes de la sensibilité, vous voyez, on est ici en pleine esthétique. Et donc je vous cite un extrait de ce livre de Solange Chavel, qui s'appelle « Se mettre à la place d'autrui ». Je vous recommande vivement la lecture de ce livre. Nos désaccords moraux ne s'expliquent pas toujours par un différend sur les principes ou les arguments en jeu. Bien souvent, il semble plus exact de les décrire comme des différences de vision. Aussi bien le vocabulaire courant que d'importantes théories philosophiques proposent de voir dans l'échange de place et l'élargissement du point de vue une condition essentielle pour bien juger moralement. Alors si quelqu'un peut traduire cette phrase en anglais à l'usage de M. Trump, ce serait très utile par les temps qui courent. Voilà, cette capacité que nous avons à nous mettre, à confronter nos visions et à nous mettre à la place des autres. C'est ce que Amartya Sen, un grand sage, qui est philosophe avant d'être économiste, mais qui a reçu le Nobel pour l'économie. Et il a dit lui-même de manière très drôle, c'est dommage que j'ai le prix Nobel pour la science sinistre, celle de l'économie. Il préférait avoir un prix en philosophie. Il appelle ça l'objectivité transpositionnelle. On construit, par la relativité des points de vue, un ensemble cohérent qui va donner une certaine objectivité à la vision d'une sorte de troisième œil. Cette vision ne nous est pas du tout étrangère. Je vois le monde comme moi et un peu comme les autres. De toute façon, en apprenant la langue maternelle et en suçant le sein maternel, déjà on acquiert ça, bien sûr. Donc c'est ce que le cinéma nous montre. Et quand un jeune aventurier, comme Kit Carson, alias Jim McBride, se lance dans cette idée de traquer le monde et de le faire entrer dans sa focale et de pouvoir produire une vérité par cette confrontation, comme il dit, on capte tout. J'aurai tout. Merci Éclair, merci Nagra, je vais tout avoir. Hein?
je vais pouvoir tout revoir et donc comprendre. Et son copain lui dira à peu près au milieu du film, l'interview de Max, qui est la plus longue séquence du film, qui est absolument formidable, il lui dit, si tu pouvais comprendre du premier coup, ça serait peut-être plus utile quand même dans la vie, comme ça. On va se repasser tout, on va ressasser, etc. Et à ce moment-là, est-ce que ce n'est pas la vie et la réalité qui échappent? Alors, resituons le film dans son cadre de l'époque. À l'époque, on est en plein cinéma-vérité. C'est d'ailleurs encore un mot qu'emploient les Américains. Nous, maintenant, on a adopté cinéma direct, parce que cinéma-vérité, ça posait beaucoup trop de problèmes. D'autant que l'expression Kino Pravda avait été utilisée par les Russes pendant la Révolution, notamment par Vertov, pour dire qu'on allait montrer la vérité du monde capitaliste et de l'avenir radieux, etc. Donc, sur-connotation du mot terrible. Donc, on a adopté le mot québécois, cinéma direct, cinéma à la sauvette. Voilà. Mais cinéma-vérité est demeuré. D'ailleurs, les Italiens ont fait des foultitudes à l'époque, dans ces années 60 et quelques. Ils se sont livrés à une surenchère de l'amour à la ville, par exemple. C'est des séquences de cinéma-vérité à l'italienne, c'est-à-dire toutes fausses. Évidemment, il suffit de bouger la caméra, de filmer quelques gars à la terrasse d'un café qui regardent passer un taxi et puis on fait passer en contre-champ une fille de genre nul, etc. Et voilà, bon, tout était fabriqué, la Toada s'est beaucoup amusée, etc. Ils ont fait du faux cinéma-vérité, je dirais un peu aussi pour montrer que, voilà, qu'est-ce qui me garantit que le chant est bien le chant du contre-champ et réciproquement, etc. Alors c'est à ce jeu de la vérité que va se confronter et nous confronter Jim McBride, avec beaucoup d'inventions, il y a bien sûr beaucoup d'éléments documentaires, il y a une vraie mise en péril, si je peux dire, et puis c'est aussi un peu le pavé lancé par un ironiste, justement dans cette mare du cinéma-vérité, où, vous savez, il y a eu cette mode en 68 où on disait ce qui compte c'est le processus, c'est pas le produit, etc. La spontanéité, tous ces mythes d'une vérité à ciel ouvert qui serait là dans l'immédiateté. Il faut abandonner ce genre de naïveté ou de conneries, tout simplement. La vérité, ça se construit. C'est tellement compliqué à construire que ça exige deux choses que nous connaissons très bien et qui sont très compliquées l'une et l'autre, une cour de justice ou un laboratoire scientifique. Produire les vérités, eh ben, c'est tout un laboratoire, justement. Et donc, on va voir comment, ici, une subjectivité nue, si je peux dire, armée de sa seule caméra, etc., est-ce que la caméra va nous en faire voir plus ou autre chose? Oui, dans la mesure où, à mon avis, le film est réussi. Non, dans la mesure où le cinéaste, lui, échoue. Donc voilà, je vous laisse en tête à tête, si je peux dire, avec Jim McBride et son personnage de cinéaste, qui s'appelle Kit Carson, c'est son vrai nom, en 1967, aux États-Unis, en noir et blanc, évidemment. Et après, on reparle du film pour le temps qu'il nous restera. Oui, il nous restera une demi-heure. Voilà. Bonne projection.